Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo book haul pour vous présenter les livres que j'ai achetés durant cet été. C'est une vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube et du coup je me suis dit que ce serait sympa si je continuais en fait à tourner ce genre de vidéos en parallèle de mes vlogs lecture, donc pour ceux qui ne les regardent pas. C'est vrai que dans les vlogs souvent je vous présente mes achats, les réceptions, tout ça et je me dis pourquoi pas en fait tourner des vlogs chaque mois, pas des vlogs mais du coup des book hauls chaque mois pour vous présenter donc les livres que j'ai acquis. Je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre d'achat ou autre parce qu'honnêtement je ne m'en rappelle pas. Je sais à peu près où je les achète parce que parfois je laisse encore des étiquettes traîner derrière le dos des livres. Voilà, donc je pourrais même vous dire combien je les ai achetés. Et il y en a certains que je vous ai déjà présentés, que j'ai déjà lus, que j'ai déjà même chroniqué sur Instagram. Donc j'essaierai de passer assez vite sur eux. On va commencer tout de suite parce qu'en fait je crois que j'en ai une vingtaine à vous présenter. Donc j'ai fait une pile juste derrière moi, je pense que vous voyez les premiers dépassés. Et donc je vais piocher dedans à tour de rôle pour vous présenter tout ça. Et on commence avec le premier livre paru aux éditions Folio, c'est Leila Maï 1932 de Didier Blondet que j'ai eu à 1 € poche occasion chez Gilbert Joseph à Montpellier. Donc ce n'est pas un roman à proprement parler, c'est une enquête dans laquelle en fait le narrateur nous explique, enfin l'auteur du coup nous explique qu'il se baladait en fait un beau jour au Père-Lachaise et qu'il a découvert sur une plaque funéraire cette photo d'une jeune femme, donc plutôt énigmatique, avec 3 mots, Leila Maï 1932, et bien entendu il a voulu en savoir plus sur ce personnage qui l'a plutôt on va dire fasciné, hypnotisé, je vais le dire. C'est fou parce que je ne connaissais pas du tout l'auteur et quand je suis tombée sur ce livre en fait dans les bacs, moi aussi j'étais happée par sa photo. Je l'ai trouvée très envoûtante, très charismatique et j'ai voulu aussi savoir qui était cette femme, quelle vie elle a eue. Donc dans ce livre, il nous livre son enquête, une enquête qui va être assez compliquée parce que là on parle quand même d'une femme qui a vécu potentiellement dans les années 30 et un petit peu avant, sachant qu'avant Google n'existait pas. Donc on le suit durant tout le processus qui a duré des années, aux murs qu'il a rencontrés, aux refus aussi qu'il a dû essuyer. C'est assez intéressant, ça se lit très bien. Il se pose plusieurs questions, c'est vrai que parfois il diverge un petit peu sur d'autres sujets, mais on va dire qu'il essaie de lui inventer une vie, il se pose vraiment mille et une questions à son sujet. Et franchement en tant que lecteur je voulais vraiment savoir, je voulais arriver à terme de cette enquête pour savoir si oui ou non il allait percer le mystère et si on allait en savoir davantage sur cette femme. Je vous ne dévoilerai pas la fin, c'est un livre très très court, il fait à peine 150 pages, si vous avez l'occasion de le trouver, eh bien allez-y, franchement c'était une bonne lecture et c'était un genre que je n'avais, je pense, jamais encore lu. On continue avec un livre que j'ai lu également et je vous en parle dans mon dernier vlog et un petit peu dans le vlog de cette semaine-là. Il s'agit de Lucinda Riley, La Chambre aux papillons, aux éditions Charleston, que j'ai eu à Easy Cash de Nîmes. Donc c'est un format broché, je l'ai déjà lu, c'était une très bonne lecture, on a double temporalité, on va suivre deux générations dans une famille, il va y avoir des mystères, des secrets révélés, des personnes qui vont être confrontées à leur passé amoureux, leur passé familial. Tout ce que je peux dire c'est qu'il va y avoir du remue-ménage dans l'air et c'était une très très bonne lecture. Pour ceux qui connaissent la plume de Lucinda Riley, ça ne sera pas une surprise si je vous dis que sa plume était fluide et totalement addictive. Et pour ceux qui ne connaissaient pas Lucinda Riley, tout comme moi avant de... alors attention, je la connaissais mais je n'avais jamais lu de ses livres, et bien je peux vous dire que je ne vais pas m'arrêter là et que j'ai très très hâte de poursuivre ma découverte de cet auteur. Ensuite, on va continuer dans les éditions Folio. Je crois que j'en ai quelques-uns de Folio, comme d'habitude, vous savez que c'est une édition que j'aime beaucoup. Avec David Fuenquinos, Charlotte, voilà, que j'ai aussi dégoté à 1 € chez Gilbert Joseph. Gilbert Joseph, pardon, je vous mens pas, il y a les étiquettes encore ici. Et bien figurez-vous que c'était le drame, je n'avais plus de David Fuenquinos dans ma pile de lecture. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore cet auteur, mais que je lis ses livres avec parcimonie. Voilà, pour pas tout lire d'un coup et me retrouver sans rien. Pour le coup, je vais vous lire le résumé parce que j'avoue que je ne me rappelle pas. Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 26 ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France.
Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant « C'est toute ma vie ». Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête, celle d'un écrivain hanté par une artiste et qui part à sa recherche. Voilà, donc autant vous dire qu'il me tente énormément, vous me l'avez énormément conseillé suite à ma lecture Vers la beauté de David Fuenquinos. D'ailleurs je crois qu'il y faisait un petit peu référence, donc j'ai hâte de le découvrir. Dans un tout autre registre, j'ai trouvé un livre aux éditions Milady de James Clemens, Le feu de la sorcière. C'est le tome 1 de la saga Les bannis et les proscrits. Petite brique quand même, je crois qu'il y en a 5, il me semble, si je dis pas de bêtises. Alors là, j'ai totalement été influencée par une amie qui a lu cette saga et qui a adoré. Donc je lui fais confiance et quand je l'ai trouvé vraiment par hasard dans les bacs, vous savez, carrément à l'extérieur de Gilbert Joseph, parce qu'à l'intérieur je me suis renseignée, ils n'en avaient pas, eh bien j'ai foncé parce qu'il m'a coûté 3 €. Et là je dois décoller un petit peu l'étiquette si je veux vous lire le résumé, sinon je devrais m'arrêter en pleine phrase, ce qui est plutôt gênant. C'est mon sens légendaire de l'organisation. Par une nuit fatale à Alessi, pays ravagé par une malédiction, 3 mages accomplissent un ultime sacrifice dans l'espoir de préserver le bien. 500 ans jour pour jour, après cette nuit funeste, une jeune fille hérite d'un pouvoir perdu depuis longtemps. Mais avant qu'elle puisse en saisir les implications, le Seigneur Noir lance ses hordes des ténèbres pour s'emparer de la magie embryonnaire qu'elle détient. Dans sa fuite, Helena est précipitée vers une issue terrible, mais aussi vers la compagnie d'alliés inattendus avec lesquels elle va tenter de combattre les forces maléfiques et de secourir un empire autrefois glorieux. Voilà, donc apparemment on est dans de la fantaisie. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu, et en effet il y a bien 5 tomes du coup. Et ça avait été publié aussi aux éditions Bragelonne pour ceux qui connaissent. Voilà, en tout cas la couverture est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai aussi fait une occasion vraiment, je crois que c'est la meilleure de toutes les occasions que j'ai pu faire. J'ai trouvé à 1 € seulement La bibliothèque de minuit de Matt Haig, je pense que l'on dit comme ça. Toujours chez Gilbert Joseph, en format broché, en très très bon état. J'ai lu beaucoup de bons avis sur ce livre. Et pour être tout à fait honnête, c'est peut-être pas forcément un livre que j'aurais acheté par moi-même si je n'étais pas tombée sur cette occasion à 1 €. Parce qu'il me semble qu'il y a un petit peu, peut-être de feel good ou de développement personnel à l'intérieur de ce livre. Et pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment le genre de lecture que j'aime faire. On va dire que le feel good, j'en lis un par an. Et encore. C'est pas mon genre de prédilection. Toutefois, un en passant, je le lis quand même avec plaisir. C'est pourquoi je me le suis procuré, et en plus la couverture était quand même très très jolie. Donc dans ce livre, on va suivre Nora qui a 35 ans, qui a l'impression d'avoir raté toute sa vie, et elle va se retrouver par hasard dans la bibliothèque de minuit, une bibliothèque qui est mystérieuse, et on va dire que c'est sa seule chance de reprendre sa vie et son destin en main. Apparemment, elle n'a qu'à choisir certains livres, tourner les pages et essayer de corriger, réparer les erreurs de son passé. Mais tout ne va pas se passer comme prévu justement, et en fait elle aura jusqu'à minuit pour tout réparer et pour répondre à la question qu'elle se pose, qu'est-ce qu'une vie heureuse? Voilà. Donc c'est assez mystérieux et c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un petit peu de feel good ou de développement personnel à travers cette question. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé ou pas. Mais en tout cas je sais que quand j'aurai envie de quelque chose de ce style-là, de ce genre-là, eh bien je me pencherai sur ce livre. Alors les 4 livres qui suivent sont tous issus de l'édition Albin Michel. Et c'est le même auteur. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'avais acheté à ma mère le livre, c'était Le procès de Pilate il me semble, et c'était de Éric Emmanuel Schmitt. Elle avait adoré ce livre, je ne l'ai pas lu, mais suite à ça elle m'a demandé d'acheter tous les livres que je voyais chez les bouquinistes sur Montpellier notamment, d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc je me retrouve avec 4 livres à lire également dans ma pile à lire de cet auteur là.
Alors j'en ai déjà lu un, il s'agit de l'enfant de Noé. Je n'ai toujours pas enlevé les plastiques d'ailleurs qui protègent les couvertures. En tout cas je sais pas si c'est un auteur que vous connaissez, mais j'en ai lu qu'un et vraiment ça va que j'ai pas pu enchaîner sur les autres. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et donc j'ai acheté La femme au miroir de, donc toujours pareil, Eric Emmanuel Schmitt. Je sais pas si vous le voyez très bien, oui. Donc dans celui-ci, on va suivre Anne qui vit à Bruges au temps de la Renaissance, Anna dans la Vienne impériale de Sigmund Freud, Annie à Hollywood de nos jours. Toutes trois se sentent différentes de leurs contemporaines, refusant le rôle que leur imposent les hommes. Elles cherchent à se rendre maîtresses de leur destin. 3 époques, 3 femmes, et si c'était la même? Très mystérieux. En tout cas, je crois que ma mère l'a lu celui-là et qu'elle a bien aimé aussi, donc je le lirai, je pense, assez vite parce qu'il me fait envie depuis un petit moment. Ensuite, j'ai acheté La part de l'autre, Eric, donc toujours d'Eric Emmanuel Schmitt, je vais peut-être arrêter de le dire au bout d'un moment. Celui-ci, on nous l'a énormément conseillé, enfin des amis à elle et même sur les réseaux sociaux, vous avez été nombreux à me dire que déjà ça avait été un coup de cœur et votre lecture préférée de cet auteur. 8 octobre 1908, Adolf Hitler recalé. Que serait-il passé si l'école des beaux-arts de Vienne en avait décidé autrement? Que serait-il arrivé si, cette minute-là, le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui ses ambitions d'artiste? Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Lui, il a l'air vraiment chouette. Il n'est pas si épais que ça, on dirait, mais en fait il fait presque 500 pages. Et franchement, vu comment vous me l'avez conseillé, je pense que je le lirai même avant le miroir... C'est quoi le titre? La femme au miroir. Et enfin le dernier livre, il s'agit de Odette Tout le monde et autres histoires. Donc là je ne sais pas si... Enfin peut-être que si, alors il va y avoir plusieurs histoires. Ouais, ok, donc il va y avoir plusieurs histoires, donc bon, je vous en parlerai aussi quand je l'aurai lu et peut-être qu'on peut lire une histoire, on va dire par-ci par-là. Je sais pas du tout, je vous le dirai quand je commencerai donc ce livre. En tout cas, si vous connaissez cet auteur, n'hésitez pas à nous conseiller d'autres livres à ma mère et moi. Après, on a vu, je crois qu'il a écrit aussi des pièces de théâtre. Il y en a 2 qui sont sorties que je ne me suis pas encore procurées. Mais je pense qu'on a de quoi faire là avec cet auteur pour le moment. Ensuite, j'ai trouvé également d'occasion, en fait je crois que j'ai tout acheté d'occasion sauf 1 ou 2 livres, je crois, j'en suis pas sûre, mais vraiment tout est d'occasion. Édition Gallimard de la NRF, Hervé Le Tillier, L'Anomalie, qui a été prix Goncourt, il me semble. Eh bien écoutez, j'ai encore mon marque-page à l'intérieur. Ça a été un abandon de ma part, voilà, il me restait 100 pages mais je n'arrive pas à aller au bout de cette lecture. J'ai longtemps persisté, j'ai longtemps essayé de la continuer parce qu'en fait j'en avais entendu de bons avis. Alors en fait je savais que soit ça passait pas. Certains trouvaient vraiment l'histoire what the fuck, que c'était très bien tourné, voilà, que c'était totalement fou. Je suis d'accord, l'histoire prend une tournure inattendue, quelque chose je crois que je n'ai jamais lu et franchement je salue l'idée, c'était très bien pensé. Malheureusement moi ça fait pas... ça matche pas avec moi parce que c'est trop compliqué, enfin je me perds dans la lecture, il y a des passages qui sont très scientifiques et je n'arrive pas à prendre plaisir à les lire, je sais même pas si je sais ce que je lis, voilà, pour vous faire un schéma. C'est très long, il se passe très peu de choses. Alors autant la première partie c'était très chouette parce que durant cette première partie, un chapitre était consacré à des personnages. Donc on nous dressait à la va-vite, on va dire un petit peu voilà, leur vie quotidienne, qui ils étaient, où ils travaillaient. Et surtout, ils avaient tous un point commun, c'est qu'ils ont pris un vol Paris-New York qui a été une catastrophe. Et tout le monde a bien cru qu'ils allaient ne jamais pouvoir atterrir parce qu'il y a eu un énorme orage. Ça a été vraiment le trajet le plus long de leur vie et tout le monde a eu peur. Et à chaque fin de chapitre, il y a le FBI qui soit les appelle, soit tape à leur porte. Et en fait, ils sont priés de devoir les suivre. Et ça j'ai trouvé ça très bien parce que j'avais envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passait. On comprend qu'ils ont tous ce point commun de ce vol là, mais on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi le FBI souhaite les interroger. Et du coup, durant la deuxième partie, on comprend pourquoi, mais bah, moi ça n'a pas matché quoi. Franchement, j'ai pas accroché. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous l'avez aimé. Vous avez été un peu... plusieurs à me dire allez il te reste 100 pages accroche-toi, ouais mais 100 pages ça peut paraître énorme,
J'ai laissé mon marque-page, peut-être que je le terminerai en diagonale, mais bien sûr il y en a qui n'ont pas aimé et qui m'ont dit que de toute façon je n'allais pas manquer quelque chose à la fin ou autre. Donc je sais pas, j'aimerais quand même savoir comment ça se termine. C'est toujours le problème de l'abandon, quand est-ce qu'on est prêt à abandonner un livre ou pas. Mais bon, écoutez, je verrai. Pour le moment, il va retourner directement dans ma bibliothèque. Et je le range de ce pas juste ici. Voilà. J'ai trouvé également Claire Berest, Rien n'est noir à 1 € également aux éditions Le Livre de Poche. Pareil, c'est un livre que j'ai beaucoup entendu parler lors de sa sortie. De très bonnes critiques. Il est très court, je pense que ça en une journée on peut le lire. Donc ça va traiter de Frida Kahlo. Donc Frida Kahlo, la célèbre artiste peintre mexicaine. Et très certainement de son histoire d'amour avec Diego, qui était lui aussi un très grand peintre au Mexique, mais qui était aussi connu pour ses infidélités auprès de Frida. Voilà, je veux pas lire, en fait je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas lire parce que je ne sais pas s'il en dévoile beaucoup ou pas, sachant que le livre est tout fin. Et Frida Kahlo, c'est déjà quelqu'un que je connais, j'allais dire, mais j'ai dans mon coin réservé à l'art, j'ai déjà une biographie. Hop, une biographie juste ici. Vous voyez qu'elle est un petit peu abîmée, mais bon, on comprend pourquoi. Biographie, j'ai des... Comment on appelle ça? Pas des catalogues d'exposition, mais des revues et des livres d'art qui traite d'elle. Si vous avez vu aussi ma pochette pour ranger mes livres de poche pour pas les amiber dans le sac, c'est également Frida Kahlo. Bref, vous aurez compris, je suis une grande fan de cette artiste peintre, mais également de cette femme. Donc voilà, je me réserve la surprise de découvrir ce livre sans trop en lire dans la 4e de couverture. Une autrice que je n'ai plus envie de présenter sur ma chaîne, elle fait un petit peu partie de mes auteurs chouchous comme David Fuenquinos ou Delphine de Vigan. Il s'agit de Tracy Chevalier et j'ai trouvé À l'orée du verger. Voilà, c'est un des livres il me manque pas beaucoup de livres à lire. Il me manque, je vois là, La brodeuse de Winchester, celui-ci et je crois que c'est tout. Donc dans ce livre, on va être en 1938. La famille Goodenough s'installe sur les terres marécageuses du Black Swamp dans l'Ohio. Chaque hiver, la fièvre vient orner d'une nouvelle croix le bout de verger qui fait péniblement vivre ses cultivateurs de pommes. 15 ans et un drame plus tard, leur fils Robert part tenter sa chance dans l'Ouest et sa sœur Martha n'a qu'un rêve, traverser l'Amérique pour lui confier un lourd secret. Des coupe-gorges de New York au port grouillant de San Francisco, À l'orée du verger nous plonge dans l'histoire des pionniers et dans celle méconnue des arbres, de la culture des pommiers au commerce des arbres millénaires de Californie. J'aime bien en fait, comme souvent, cette auteure, elle prend un fait historique, elle prend une figure historique ou comment on appelle ça, un objet, j'ai envie de dire, historique, et en fait elle va broder son roman tout autour. Et ça, j'adore. C'était par exemple le cas dans La jeune fille à la perle, où elle s'inspire du tableau de Vermeer, dans La dame à la licorne, où elle va s'inspirer de cette fameuse tapisserie de la dame à la licorne pour en faire son... comment on appelle ça, son histoire. Dans La Vierge en bleu, c'est plus... là, elle prend pour appui la religion et plus précisément le clivage entre les catholiques et les protestants. Et donc là, j'ai l'impression qu'elle va prendre du coup l'arbre qui est le pommier, les cultures de pommier pour broder en fait autour son roman. Et ça, j'adore, je suis fan. Et puis de toute façon, sa plume, elle est poétique, elle est sensible. J'adore la suivre, ça se lit avec facilité. Et Dieu sait qu'à l'intérieur, c'est pas écrit très gros. Donc vraiment, généralement, je m'en réserve toujours un dans l'hiver de ces livres. Donc je pense que celui-ci ou La brodeuse de Winchester sera ma prochaine lecture, c'est sûr, de cette autrice. Toujours chez Easy Cash à Nîmes, j'ai trouvé un livre. Alors,
En fait, on a déjà une grosse collection avec ma mère de cet auteur-là, mais il nous manquait le premier, parce qu'en fait, il appartenait à ma grande sœur, et quand elle est partie de la maison, elle est partie avec son livre, et on s'en est rendu compte sur le tard. En fait, un petit peu au moment où j'ai voulu le lire, je me suis dit, ah mais attends, on l'a pas. Et il s'agit de Dan Brown, Da Vinci Code. Donc là, c'est les éditions J.C. Lattès. Je ne l'ai jamais lu. Voilà, parce que en fait, quand le film est sorti, je devais avoir quoi, 12 ans, 13 ans, quelque chose comme ça. Autant vous dire que je ne lisais absolument pas ça. Et que je lisais très peu d'ailleurs encore à cette époque-là. Donc ça ne m'intéressait pas. Par contre, j'ai vu tous les films, mais je n'ai lu aucun livre de Dan Brown. Et là, quand je vais vous dire à combien je l'ai trouvé, vous allez halluciner. Parce qu'il est quand même dans un bon état, le dos est un petit peu abîmé, mais franchement, enfin, à 50 centimes, et je vous mens pas, je vous montre quand même l'étiquette, voilà, 50 centimes. Ça ne se refuse pas. Et au moins ça vient compléter la collection parce qu'il nous manque également Anjou Démon. Après on les a tous. On a Inferno, Deception Point, Le Symbole Perdu, bref, Digital je sais pas quoi. Forteresse, non c'est pas Forteresse, fait Digital Code ou bref quelque chose comme ça. Et donc bien j'ai acheté ce livre là, j'ai vraiment envie de le lire mais je pense que c'est plus un livre que j'essaierai de trouver en audio libre. Je pense que ce sera plus agréable pour moi, étant donné que je me rappelle quand même pas mal de l'histoire. Après à savoir si c'est différent par rapport au film, mais en tout cas j'avais bien aimé le film à l'époque donc un jour je me plongerai dans les livres de Dan Brown. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous en avez lu d'autres de lui, si vous aimez ou pas. Parce que je sais qu'on va suivre du coup dans plusieurs enquêtes, comment il s'appelle, London, le professeur London je crois. On le suit dans plusieurs de ses livres, donc autant commencer par le premier. Et du coup pour 2 livres achetés, j'en avais un qui était offert dans une... en fait il fallait choisir dans un bac, donc j'avais acheté la Chambre aux papillons de Lucinda Riley, Dan Brown, et donc en regardant dans les livres offerts, autant vous dire qu'il n'y avait pas un choix immense, mais bon on est à Easy Cash, à Nîmes il n'y a pas beaucoup le choix. Là honnêtement c'était un peu le... C'était Noël hein, pour que je trouve déjà 2 livres qui me plaisent. J'ai trouvé donc dans le bac Valérie Chuong-Kong, L'Atelier des Miracles, qui a reçu apparemment le prix de l'optimisme, et c'est aux éditions J'ai lu. Alors je connais l'auteur de nom, parce que j'en ai un qui est derrière moi par là. Il est caché, ça s'appelle Par amour, mais je ne l'ai toujours pas lu, ça doit faire 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Et je sais pas pourquoi je n'arrive pas à me lancer dans sa lecture, et donc j'ai pris celui-ci. Je verrai bien, peut-être que je me déciderai à découvrir cet auteur par ce livre-là. En tout cas, je vais vous lire le résumé. Professeur d'histoire géo, harcelée par ses élèves comme par son mari, Mariette est au bout du rouleau. Rongée par son passé, la jeune Millie est prête à tout pour l'effacer. Quant au flamboyant monsieur Mike, ex-militaire devenu SDF, le voilà mis à terre par la violence de la rue. Alors que ces âmes esselées se heurtent au mur de leur existence, Jean, homme providentiel, les accueille dans son atelier où il répare les destins abîmés. Où chacun trouvera la force de se reconstruire et de reprendre goût à la vie, quitte à en quitter le prix. Un roman qui redonne foi en l'humanité et en soi-même. Voilà, il est assez court, je pense. Ouais, il fait à peine 250 pages, pardon. Donc voilà, c'était pas par choix ou par envie que je l'ai pris, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je connais l'auteur de nom, je sais que par amour, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont aimé, donc pourquoi pas. Je pense que ce livre peut se tenter. On arrive bientôt à la fin, il me reste 4 livres à vous présenter. Toujours d'occasion, mais là je crois que c'était chez Gibert, j'ai trouvé le livre de Oriane Lapouge, L'étoile de la liberté, aux éditions Charleston. C'est un roman qui va traiter, il me semble, de ségrégation et de racisme. Du coup, on va être dans les années 1960, lorsque Marie entend ces mots à la radio un soir d'avril 1964. Pour nous, ce sera le bulletin de vote ou le fusil. Marie en est convaincue, elle a enfin trouvé le sujet qu'elle attendait. Après presque un an passé au Columbus à écrire des articles qui ne l'intéressaient pas vraiment, elle va enfin pouvoir s'impliquer dans une grande cause. Bien décidée à être le porte-parole de ce moment historique, elle prend la route pour le Mississippi aux côtés de centaines de militants pour aider les citoyens noirs à s'inscrire sur les listes électorales.
Bien loin de son Ohio natal, elle est confrontée à un Sud encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation. Quand elle sauve des décombres d'une église des carnets datés de 1848 à 1960, elle découvre le parcours bouleversant de femmes et d'hommes qui ont fui l'esclavage et de ceux qui les ont aidés au péril de leur vie. Un premier roman à la fois captivant et déchirant, porté par des personnages inoubliables qui, chacun à leur manière et en leur temps, sont en quête de liberté. Ça, franchement, il me tente beaucoup ce roman. J'ai lu de belles critiques également. Alors déjà par les lectrices Charleston qui sont à l'intérieur. Je crois qu'il est sorti cette année en plus. Hein. Il me semble. Je vais regarder ça. Oui, il est sorti en mai 2022. Donc oui, je l'ai vu un petit peu passer sur les réseaux, pas des masses mais un petit peu. En tout cas, ça me plaît beaucoup d'avoir ce fond historique et forcément le sujet traité qui est quand même assez... qui est tristement historique et qui est surtout très bouleversant. Donc j'ai hâte de le découvrir, il est assez court. Mais lui, je suis sûre qu'il ne restera pas longtemps dans ma pile à lire, c'est certain. On change totalement de registre étant donné que j'ai acheté le premier tome d'une saga qui va me demander du temps à lire étant donné qu'ils sont énormes. Mais je crois qu'il n'y en a que 4 donc ça va, on sauve les meubles. Il s'agit de La Passe Miroir, donc ça c'est le livre 1, Les fiancés de l'hiver, et c'est de Christine Dabos et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas si c'est bien utile de vous présenter ce livre ou non, étant donné qu'il a fait carton il y a 1 ou 2 ans. Je crois qu'il a eu un prix d'ailleurs. Je ne me rappelle plus lequel, mais il me semble bien qu'il a eu un prix. Je l'ai vu passer maintes fois sur Instagram et je me suis laissée tenter. Donc je l'ai acheté pareil d'occasion. Je sais pas vraiment de quoi ça parle pour être tout à fait honnête, mais comme je vous ai dit que je suis dans la démarche de découvrir un petit peu plus de fantasy, je pense que celui-ci va devenir une référence en la matière. Voilà. Donc à côté de moi, il a pas l'air très gros, mais je vous assure que si je le tourne, il est quand même sacrément épais. C'est écrit, bon après c'est très aéré à l'intérieur forcément, mais c'est quand même un petit pavé. Là il y a le tome 2 et 3, mais il me semble qu'il y en avait un rose le dernier, le tome 4, il me semble, j'en suis pas sûre. Donc écoutez, c'est une saga de plus à commencer et au pire ça sera une saga de plus en cours d'ici la fin de l'année, mais ça c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Je vais quand même vous lire le résumé et le découvrir presque en même temps que vous. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, ah, moi aussi je suis myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable, découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique. Ah, fantastique, d'accord, et le talent d'une nouvelle auteure à l'imaginaire saisissant. Lauréat du concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama, Grand Prix de l'imaginaire 2016. Je savais bien qu'il avait gagné un prix. Ok, bon ben voilà, je vais me lancer du coup dans cette saga. D'ailleurs j'ai beaucoup, en ce moment j'ai envie de découvrir dans le fantasy fantastique, mais je sais pas pourquoi, à partir du mois d'octobre. Bon déjà parce que c'est Halloween, hein, on le sait tous, et on a tous envie de... En tout cas moi j'ai envie de lire des choses qui nous sortent un petit peu du quotidien. Et je sais pas, l'hiver je suis beaucoup plus enclin à lire ce genre de registre, à vouloir un petit peu m'évader de la réalité. Donc je pense que je le lirai à ce moment-là. Bon, ça fait déjà un petit moment là qu'il est dans ma palle parce que je l'ai acheté au tout début de l'été. Je me suis... franchement j'étais raisonnable de ne pas acheter les autres parce que souvent je suis comme ça. Hein. J'ai jamais lu une saga mais je vais acheter le tome 1, 2, 3, 4 alors qu'en fait autant si j'aime pas ça sert à rien. Donc là je me suis vraiment retenue et puis on verra si j'aime ou pas cet univers. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou pas, si vous avez des amis, peut-être même des enfants autour de vous, des frères et sœurs, s'ils l'ont lu, s'ils ont aimé ou non. J'en ai entendu de bons retours, apparemment c'est un petit peu lent jusqu'à la moitié du livre. En même temps forcément hein, il faut quand même planter le décor, les personnages, l'univers, donc bon, à voir ce que ça donne.
Et enfin les deux derniers livres que j'ai à vous présenter, c'est des livres de la rentrée littéraire que j'ai acheté du coup en août. Alors il y en a un que j'ai acheté, il y en a un autre que l'on m'a envoyé, des éditions Anne Carrière, c'est Tout garder de Carole Alamand. Donc je l'ai déjà lu, il est sorti le 26 août, vous pouvez donc facilement le trouver, vous le procurer en librairie ou peut-être même dans la bibliothèque de votre ville. Donc dans ce livre-là, on va suivre l'auteur qui va nous raconter en fait le décès de sa mère il y a quelques années. Donc sa mère vivait en Suisse, quant à elle, elle vit aux États-Unis la plus grande partie de son temps. Elle n'avait pas de lien très fort avec sa mère, elles n'étaient pas très unies, voilà, elles se parlaient pas souvent et elles se voyaient encore moins forcément, une distance oblige. Et donc en fait sa mère va être confrontée à devoir apprendre et à gérer là la maladie de sa mère. En fait elle la découvre en voulant aller chez elle pour récupérer des affaires, débarrasser les lieux parce qu'elle ne sait pas si elle va vendre l'appartement ou pas de sa mère. Et en fait, dans sa maison, elle se rend compte que sa mère était atteinte du syndrome de Diogène, c'est-à-dire que sa mère gardait tout et n'importe quoi, c'est-à-dire même des sachets de thé, rien que les sachets de thé, vous savez, les emballages, bah ça elle allait tous les garder, la vaisselle n'était pas faite, elle gardait des tonnes de journaux, donc forcément elle va tomber de haut, elle ne s'attendait pas du tout à ça, et elle va donc se renseigner sur cette maladie qui touche plusieurs personnes et qui du coup se coupe un petit peu des liens sociaux parce que forcément elle ne faisait venir plus personne chez elle. Si vous voulez, la cuisine ne servait même plus de cuisine. Et elle, pour s'asseoir, sa mère devait s'asseoir sur une toute petite partie du canapé, mais vraiment presque sur une fesse, parce que tout était jonché, le sol, les murs, c'était des piles, c'était des tas d'ordures, d'objets, mais qui à nos yeux n'ont pas de valeur, n'ont pas de sens d'être gardés. Et c'est là en fait l'aspect de toute la maladie du syndrome de Diogène. Donc j'ai beaucoup aimé parce que c'est un livre mais à la fois aussi un essai où elle essaie justement de comprendre cette maladie, pourquoi sa mère gardait tout, quand est-ce que ça lui est arrivé, comment vivent ces gens-là. Elle nous donne aussi beaucoup de références littéraires, cinématographiques et elle entame un long processus de nettoyage. Elle va être aidée avec des amis de sa mère, mais c'est très très long et en fait c'est même impossible à tout nettoyer, à tout débarrasser parce que c'est des litres et des litres de sacs poubelles en fait qu'elle déblaye de l'appartement. J'ai vraiment aimé ce livre, il se lit très vite, il est très court, je l'ai lu en une après-midi et en plus elle va creuser dans le passé de sa mère, donc elle va nous dresser son portrait, son enfance, son adolescence, sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de mère et tout ce qu'elle a surmonté. En fait, elle nous donne des éléments clés, des moments forts de la vie de sa mère qui ont pu peut-être l'amener à développer ce syndrome-là. Elle nous parle également donc de la relation avec sa mère et j'ai trouvé ça très touchant, très... Ouais, une lecture très touchante, très intéressante aussi, d'un point de vue plus, je vais pas dire scientifique, ce serait peut-être pas le terme, mais faut le prendre peut-être comme de la documentation pour tout ce qui est tout ce qui touche en fait au syndrome de Diogène, tout ce qu'elle essaie d'expliquer, parce qu'elle a parlé à des spécialistes ou autres, donc franchement non, j'ai vraiment aimé, je vous le conseille. Malheureusement c'est pas un des livres dont on a entendu le plus parler de la rentrée littéraire. Et pour être honnête, alors j'en ai pas lu beaucoup, mais contrairement à celui que je vais vous présenter qui m'a un petit peu déçue, lui au moins je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'il a le mérite d'être lu parce que c'est un beau témoignage et c'est un très bel hommage aussi que fait l'auteur quand même à sa mère. Et donc le dernier livre que je vous présente, il était lui aussi issu de la sortie littéraire, il est sorti en août aussi, je crois aux alentours du 15 ou du 18. Il s'agit de Carole Five, Quelque chose à te dire aux éditions Gallimard, donc de la NRF. Pareil, c'est un tout petit livre que j'ai lu en une soirée et demie, on va dire. Je vous lis le résumé parce qu'il faut que je me remette l'histoire en tête, pour être tout à fait honnête. Elsa Feuillet, jeune écrivaine, admire l'œuvre de la grande Béatrice Blandy, disparue prématurément. Cette femme dont elle a lu tous les livres incarnait la réussite, le prestige et l'aisance sociale qui lui font défaut. Lorsque Elsa rencontre le veuf de Béatrice Blandy, une idylle se noue. Fascinée, elle va peu à peu se glisser dans la vie de sa romancière fétiche et explorer son somptueux appartement parisien, à commencer par le bureau qui lui est interdit. Jeu de miroir ou jeu de dupe, Carole Five signe avec Quelque chose à te dire, un thriller troublant.
Ce résumé avait tout pour me plaire, je vous l'avais dit lors de ma sortie, lors de ma vidéo sortie littéraire, c'était un des livres que j'attendais le plus et d'ailleurs j'ai foncé en librairie pour me l'acheter je crois le lendemain de sa sortie. Je l'ai lu dans la foulée et j'ai pas été vraiment conquise. Alors oui, il se lit très bien, oui, il y a un suspense qui est crescendo durant l'histoire. Moi il m'a un petit peu gênée, mais c'est une bonne chose. C'est quand même un peu le but de ce thriller-là, je pense. L'ambiance m'a un petit peu gênée au début. Cette Elsa qui s'immisce dans la vie de Thomas, donc qui est le veuf de Béatrice. Et dans cet appartement parisien où tout de Béatrice est conservé, ses parfums, son maquillage, ses habits, la photo sur la table de chevet et Elsa qui commence à vivre dans cet appartement. En fait, elle ne vit pas qu'avec Thomas. Pour moi, Béatrice a été personnage omniprésent de ce livre, bien qu'elle soit morte, mais elle était là, elle était bel et bien présente. Elsa s'imagine de dialoguer avec elle ou ce qu'elle penserait, et elle va même jusqu'à utiliser ses produits de beauté ou de mettre ses habits, et j'ai trouvé ça assez gênant comme ambiance, et on sent qu'il y a quelque chose qui est pas très net dès le début. Donc c'était plutôt bien parti pour cette lecture. En plus, Elsa nous parle souvent de Rebecca, de Daphné du Maurier, mais là je crois qu'elle parle de l'adaptation de Alfred Hitchcock, si je dis pas de bêtises, au cinéma. Et c'est vrai que c'est un petit peu une histoire similaire, elle se compare quand même à Rebecca, bien que ce soit une fin tragique. Et donc là on se dit waouh, c'est vrai, ça y fait penser, donc ouais, enfin, il va se passer quelque chose de fou forcément, il y a du suspense, ça monte crescendo, crescendo, crescendo. Et là on a la révélation qui n'était pas très inattendue, pour être honnête. Je l'ai vu venir en un sens, alors j'ai pas bien sûr tout deviné ou autre, mais c'est même pas vraiment une question de deviner, mais en fait ça se fait assez naturellement. On arrive à cette déduction assez facilement, forcément. Le livre est très très court aussi. Et en fait à partir de la révélation, la fin m'a énormément déçue. Je m'attendais pas à ce genre de fin et tout s'est arrêté. C'est devenu très plat dans les 2 derniers chapitres, je dirais. C'est devenu très plat et en fait, j'ai pas été conquise par cette fin. Je m'attendais à quelque chose de noir, de sombre, de vraiment thriller psychologique pour le coup. Quelque chose peut-être à la Rebecca aussi, j'avoue, parce que le fait de me l'avoir mis en tête, eh bien, je m'attendais à quelque chose de plus noir. Donc, est-ce que je n'ai pas compris le message? Est-ce qu'il y avait un message enfoui, caché derrière ce thriller, qui pour moi n'en est pas un? C'est un suspense, c'est indéniable, mais ce n'est pas non plus un thriller. C'est assez difficile d'en parler parce que des fois je me dis oui en fait ça a été une bonne lecture mais la fin fait que je peux pas dire non, j'ai pas pu apprécier cette lecture, je pense à juste titre, parce que la fin m'a déçue, donc je reste sur une mauvaise note quand je referme le livre et je me dis oh, ok, voilà, j'ai pas été transcendée et c'est très dommage parce qu'en fait dès le début et tout j'ai vraiment aimé, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus psychologique, dédoublement de personnalité et tout. Enfin moi après je suis partie dans un délire, donc je pense que j'ai mis trop d'attentes directes dans ce livre là. Après je vous le conseille hein, forcément, si c'est toujours mieux de faire votre propre avis, mais un peu déçu. Petit goût amer à la fin. Et enfin, le dernier livre, j'ai totalement oublié, j'ai acheté un doublon, oui, voilà, parce que je suis un peu tête en l'air et parce qu'en fait je l'ai fait à la va-vite. Donc là je ne l'ai pas je l'ai pas en papier, étant donné qu'en fait j'ai acheté La Villa aux Étoffes de... Je vais vous montrer le livre en fait. La Villa aux Étoffes de Anne Jacobs. Donc ça c'est le livre que j'ai acheté il y a quelques mois de ça, j'avais même acheté les 3 premiers. Quand j'ai eu ma grosse panne de lecture vers le mois de mai-juin, j'étais en train de le lire et donc j'ai arrêté ma lecture. D'ailleurs vous avez le marque-page qui est toujours en place. Après je me plains de ne pas avoir de marque-page, mais c'est normal, je les laisse toujours dans mes livres quand je les termine pas. Bref. Et du coup je me suis dit oui je vais reprendre cette lecture mais en version audio. Donc je vais sur l'application de livre de mon téléphone et là je vois qu'il y a La Villa aux Étoffes de disponible pour 6 € et quelques et donc je me dis ah trop bien, je l'achète. Je l'achète. Sauf qu'en fait c'était pas un livre audio, c'était le livre e-book. Donc je me retrouve en fait en doublon avec ce livre là, mais un format papier et un format numérique sur mon téléphone. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que en plus, bon alors c'est sans regret parce que le livre audio n'existe pas, en tout cas sur mon application.
Mais je suis quand même bien dégoûtée d'avoir acheté un livre que j'avais déjà. Après je me dis que peut-être à Montpellier, dans le tram ou autre, c'est mieux que de prendre ce livre-là au risque de l'abîmer. Il est quand même un petit peu épais, donc je me dis allez pourquoi pas, mais franchement j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée, mais je me dis que peut-être ça me fera reprendre cette lecture et sur mes temps de transport. Je sais pas du tout. Bref, voilà, ça c'était pour la petite anecdote slash boulette. C'est moi. Sur ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je sais pas, si vous avez peut-être noté quelques livres dans votre wishlist, peut-être qu'il y en a déjà qui sont dans vos pales ou directement dans vos bibliothèques que vous avez lus et adorés. Tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine, faites de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.